Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Digital Flow, notre podcast des spécialistes du marketing digital. Je m'appelle Alban Renard, je suis le Head of Expertise et Innovation chez Cybercité et aujourd'hui on va parler des mutations en cours dans le métier du SEO. Pour cela, je reçois aujourd'hui Jean-François Vervac, notre Head of SEO, avec lequel on va décrypter ensemble un petit peu les transformations du marché, faire un peu le tri entre les vrais sujets et le bruit engendré par tous ces changements. Jeff, bonjour. Est-ce que tu peux te présenter succinctement ? Alors, Jean-François, on m'appelle Jeff Vervac. Ça fait maintenant 18 ans que je suis à Cybercité, arrivé par la petite porte en tant que consultant junior. Et au fil des années, j'ai eu la chance de gravir les échelons jusqu'à être et devenir le Head of SEO chez Cybercité. Et j'ai le rôle de maintenir l'expertise, on va dire, de nos consultants, de notre trentaine de consultants SEO à niveau, de effectivement décrypter aussi également les nouvelles tendances et de travailler sur les process et méthodes pour aller obtenir des résultats pour nos clients. Et voilà, et c'est un plaisir d'être dans le SEO depuis autant de temps. Plaisir partagé. Ok, donc avant de passer aux grands changements qu'on voit actuellement, on va lancer un petit regard dans le rétro si tu veux bien. Pour toi, c'est quoi les grosses différences entre un client qui vient chercher du SEO dans une agence aujourd'hui par rapport à il y a 10 ans par exemple, si on reste sur une échelle de temps un peu moindre? Alors même, moi je vais aller un peu plus loin dans le rétroviseur. Moi, quand j'ai commencé, en fait, on avait des clients qui n'étaient pas du tout au fait du search marketing, qui avaient des sites web parce que c'était la tendance, mais on était encore à l'époque où même les gens hésitaient à mettre leur carte bancaire, tu vois, sur le web. Donc j'ai commencé comme ça, où le simple fait d'être visible sur un mot-clé, on avait un client qui était enthousiaste, mais on avait, on va dire, acquis des résultats. Il n'y avait même pas encore Google Analytics à l'époque. Tu vois, on était... Bref, du coup, 10 ans en arrière, forcément, tu vois, nos clients ont changé, ont évolué, ont été éduqués par les agences, par le marché, par les réseaux sociaux, par toutes les formations qui ont pu être mises en place. On a maintenant des clients qui, il y a 10 ans en arrière, commencent à comprendre les différents leviers, commencent à comprendre les convergences qu'ils peuvent avoir. Et donc, effectivement, tu vois, il y a 10 ans, on était dans ce cadre un petit peu de dire, et parce que le marché, parce que les plateformes étaient comme ça, on travaillait sur l'analyse des résultats en tant que position, principalement, dans lequel pouvait découler de l'audience, et puis derrière des conversions. Mais on était encore dans ce schéma un petit peu plus, dire position, audience, et les conversions, c'était un petit peu en retrait. Et la grande différence, parce que j'imagine que ça doit être la suite de ta question, aujourd'hui, là maintenant, on a des clients qui sont de plus en plus matures, qui ont un niveau de compétence et un éveil, on va dire, au search marketing qui est beaucoup plus élevé, donc qui ont des exigences, qui ont des questionnements, qui ont des objectifs complètement différents. Et c'est ça qui est intéressant parce que du coup, on va dire le b.a.-ba du SEO, c'est un passage obligé, mais c'est pas la priorité. Là, ce qui nous intéresse maintenant, c'est de travailler sur cette croissance, sur ces résultats, et d'avoir des moyens qui sont beaucoup plus puissants et plus forts, et surtout d'avoir du répondant en face, en fait. C'est ça qui est intéressant, quoi. Du coup, pour nos audiences qui connaissent peut-être pas encore très bien ou comprennent pas très bien ce que ça implique de faire du SEO en agence, est-ce que tu aurais des exemples de stratégies dans lesquelles, sur certaines thématiques, tu vas avoir des secteurs où c'est particulièrement difficile d'avoir des résultats, c'est très concurrentiel. Comme tu le disais, il y a quelques années, c'était les sites web et un pure player qui avait juste un site web et pas forcément de marque pouvait avoir de très bons résultats. On pouvait un peu plus faire du SEO dans sa grotte, dans son coin. C'est même toi qui avais une baseline, je rends mes clients visibles tout en restant dans l'ombre. Enfin, ouais, je me souviens que tu disais ça. Voilà, est-ce que tu as des anecdotes de cas relativement récents où vraiment... tu as eu l'impression que toi ou nos équipes ont vraiment dû se dépasser pour avoir des résultats et où il y a vraiment eu un gros impact business? Ouais, alors, avant de te répondre, parce que j'ai quelques exemples, je pense, en tête, il y a aussi une chose qu'il faut prendre en compte aujourd'hui chez les annonceurs. Tu as ceux qui pensent faire du SEO et ceux qui en font sérieusement. Quand tu me parles de marché ultra concurrentiel, je vais écarter tout le secteur, on va dire, réglementé, qui sont les paris sportifs, le poker, tu vois. Non, même pas la santé, tu vois, le sexe, l'alcool, le tabac, tout ça, tu vois. Bon, ça, on écarte, c'est d'autres règles, c'est d'autres jeux, c'est pas Google. Forcément Google. Si on parle maintenant sur des trucs ultra concurrentiels, on sait qu'on a les assurances, on a certains secteurs santé, la finance, certaines niches e-commerce. Là, on a de la compétitivité et en fait, moi, ce que je me rends compte, c'est que sur ces gros, on va dire,
clients, ces gros annonceurs, ce qui fait leur force, c'est d'être capable, on va dire, d'activer, on va dire, le SEO de manière puissante, on va dire, en alliant la technique, le contenu, la notoriété et le branding. C'est ça qui fait la différence aussi, et pas juste un levier parmi les autres. Donc déjà, ça, ils sont capables d'activer ça. Et du coup, on obtient des résultats beaucoup plus facilement, on va dire, si on est capable de se coordonner quand tout le monde est aligné, que ce soit en interne et côté agence. Et quand on arrive à avoir ce genre de relation, de partenariat, on va dire, en plus avec notre client, effectivement, on peut avoir des jolis success stories. Je vais en prendre deux. Moi, on ne les cite pas, parce que voilà, j'ai pas non plus envie qu'on leur tombe dessus derrière après. Mais moi, j'ai un client qui est retail, e-commerce, secteur animalier. Et ce client-là, c'est un client qui est belge, donc avec un mindset un petit peu germanique, tu vois, et très pragmatique, business. Et lui, son cœur, c'était de se dire, aujourd'hui, on a une forte concurrence sur certains produits, mais moi, je vois sur le long terme, en fait. Donc, je cherche à fidéliser un maximum mes clients, parce que je sais que sur le long terme, c'est ça qui va me faire gagner de l'argent, et c'est comme ça, en embasant, on va dire, plein de clients, que je vais grossir et que je vais pouvoir conquérir les marchés français, mais aussi européens. Et donc, toute sa stratégie a été déjà de nous donner, on va dire, cette vision-là, et que nous, on puisse aussi s'en imprégner. Et je me rappelle d'un appel, il me disait qu'il était sur un salon aux Pays-Bas, en fait, et qu'il voyait une solution, on va dire, de récurrence d'achat, en fait, de fidélisation, en fait, que tu pouvais avoir pour quand tu achètes, par exemple, je sais pas moi, des croquettes ou des choses, si tu en as besoin d'acheter souvent, voilà, tu alimentes ça. Et c'était assez nouveau, ça n'existait pas. Il y avait Amazon qui le faisait. Il n'y avait pas encore les abonnements croquettes. Ou ouais, voilà, tu vois. Et donc, on dit, ça c'est cool et tout. Et on se dit, OK, on a le service on-site qu'on peut fournir. Et maintenant, comment on va aller chercher cette cible ? On a analysé toutes les données CRM et en fait, on s'est aperçu qu'un certain type de produit en fait, avait une part de fidélisation beaucoup plus importante que les autres. Là où on faisait du one-shot parce qu'on avait des clients qui achetaient du prix, qui recherchaient du prix et on était lié à la saisonnalité. Là, on avait des types de produits. On savait que quand on avait 10 clients dessus, on en fidélisait 4. Donc, on avait nos cibles. On savait sur quoi il fallait prioriser. Et en plus, derrière, on avait une solution super, on-site, qui nous permettait en plus de répondre aussi à ce besoin, à cette intention de recherche. Et ça a plutôt bien fonctionné. Et je ne vais pas dire de bêtises, je ne vais pas lancer des faux chiffres, mais je crois qu'on a en basé 20 ou 30% en plus de clients en base de données, donc des clients qui sont fidèles, on va dire, de 2-3 ans. Et ça, c'était super parce que du coup, on s'est vraiment focalisé là-dessus. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas oublié les autres marchés, les types de produits, mais ça a vraiment été un résultat super positif. Ouais, donc on sort de la logique de monitoring du positionnement, même on oublie presque le trafic et on pilote à la lifetime value. Quoi, ouais, exactement. Après, non, on garde le monitoring positionnement parce qu'en fait, finalement, on va être sur un cluster de mots-clés. C'est plus la grosse prio. Quoi. Mais c'est plus la grosse prio. C'est plus dire on est sur plein de mots-clés. Non, on a sélectionné un cluster, on sait que c'est le plus stratégique et on met toutes nos actions là-dessus. J'ai un deuxième cas client qui est beaucoup plus fort parce que là, on est sur le secteur de l'assurance. Alors, si je ne veux pas dire bêtises, mais je crois que c'est en 2023, en fait, les jeunes conducteurs, le permis passe à 17 ans. Okay. Notre client nous informe ça, il dit voilà, ça va arriver. En 2024, les ados de 17 ans vont pouvoir passer leur permis. Branle-bas de combat chez tous les assurances, parce qu'on sait que voilà, il faut communiquer dessus et autres. Et notre client, il nous demande à nous s'il faut attaquer ce marché ou pas. Et on hésite parce qu'on sait qu'on n'a pas les plus gros moyens. On sait que tous les concurrents, forcément, vont se lancer dans la brèche et vont communiquer dessus. Et en discutant avec le client, stratégiquement, le chef de projet, c'était pas moi, un chef de projet, il dit si tous les clients se concentrent sur la porte d'entrée qui va être cette nouvelle offre, nous, on a intérêt peut-être à attaquer sur les flancs, par derrière, sur des choses qui vont un petit peu délaisser cette année. Ce qui a été le cas. Hein. Donc, là où tout le monde se concentrait sur les jeunes conducteurs, on va dire, lui s'est concentré sur la partie nautisme. Et on sait qu'après le Covid, il y avait eu un boom un petit peu sur l'achat plaisancier de bateaux et autres. Et en fait, voilà. Donc, la stratégie qui a été portée avec le client et qui a été réalisée conjointement avec lui, parce que je le rappelle, c'est important d'avoir les inputs clients, en fait, d'avoir sa vision métier, c'était de se dire, on va laisser les autres concurrents communiquer sur cette nouvelle offre. Ça ne va pas empêcher notre client à nous d'avoir une offre qui va répondre à ses clients qui sont déjà confirmés. Donc, si demain on a un client qui vient nous voir pour une assurance pour jeunes conducteurs, parce qu'en fait, le truc aussi, c'est qu'on s'adresse à une cible, les mineurs, qui n'ont pas le droit de souscrire à des assurances. Donc, potentiellement, indirectement, on attaque les parents. Donc, on va laisser les autres communiquer dessus. Nous, on va avoir l'offre, donc on va pouvoir répondre à ce besoin. Et puis, nous, stratégiquement, on va aller attaquer un secteur qui est un petit peu abandonné par les autres cette année. On va s'attaquer à l'assurance, nautisme, plaisancier. Et en fait, on s'est aperçu qu'on avait obtenu des super résultats parce que là où les autres avaient délaissé un petit peu ce marché, nous, on l'a pris, on va dire, derrière. Et c'était super intéressant et ça a eu des bons résultats.
Voilà. Donc ça, c'est 2 stratégies que, tu vois, un petit peu différentes. On sort du SEO, hein, tu vois, mais c'est là-dessus, ça, c'est vraiment cool. Quand tu peux bosser avec des clients en confiance là-dessus, c'est top. Du corps, quoi. Ouais. Donc, au final, l'erreur un peu que tu vois en filigrane, c'est le côté... il ne faut pas bosser dans son coin et il faut arriver à rassembler les différentes personnes au sein de l'entreprise chez l'annonceur. Du coup, est-ce qu'il y a d'autres erreurs fréquentes que tu constates encore aujourd'hui? Alors, j'allais dire avec les entreprises qui débutent en SEO, mais en vrai, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'annonceurs qu'on rencontre qui débutent réellement en SEO. Peut-être qu'elles pensent en faire, mais elles n'en font pas vraiment parce qu'elles ont un SEO de marque purement. Voilà, c'est quoi les grandes erreurs que tu rencontres aujourd'hui? Je ne vais pas tomber dans les trucs bateaux, tu vois, les erreurs techniques. Voilà, bon, ça a déjà été, on va dire, évoqué plein de fois. Non, c'est pas ça. En fait, moi, les erreurs que je vois... Alors, tout à l'heure, tu disais, il n'y a pas d'annonceurs qui font du SEO. Si, il y en a toujours des nouveaux. Il y a toujours des gens qui créent des nouveaux sites, qui arrivent sur le marché et qui ont besoin aussi de faire du SEO. Ouais, mais il y a une certaine conscience quand même, voilà. Tu vois, il y a en une fait, conscience du sujet. Ça rejoint ce que je te dis tout à l'heure, tu vois. Il y a ceux qui pensent faire du SEO et ceux qui le font sérieusement. Ouais, c'est ça. Tu vois, et ceux qui pensent faire du SEO, c'est ceux qui disent j'ai mis Yoast sur mon WordPress, c'est bon, le SEO il est fait. C'est génial. Top. L'autre erreur aussi, c'est ceux qui se disent, alors je vais faire un parallèle, tu vois, avec la construction de maison, ceux qui pensent que le SEO c'est juste la couche de peinture que tu mets à l'intérieur et à l'extérieur sur ton crépi, et qui se disent c'est bon, j'ai fait du SEO. Alors que finalement le SEO se diffuse un peu partout, c'est dans l'aménagement de tes pièces, dans l'architecture, dans la clim, dans l'électricité générale que tu vas mettre en place. Tu vois, c'est ça le SEO en fait, c'est d'être là à la conception, à la base, on va dire, d'un site web. Donc tu as encore des annonceurs qui pensent ça, quoi, qui pensent que le SEO en fait c'est la dernière couche à apporter au projet. Voilà. Je termine parce que tu as encore un autre cas aussi qui est important et qu'on constate aussi assez souvent, c'est ceux qui silotent en fait le SEO. Tu vois, c'est ceux qui vont dire le SEO c'est de la technique, ou le SEO c'est du contenu, ou le SEO c'est de l'autorité. Tout à l'heure tu me parlais de secteur concurrentiel, je te dis c'est ceux qui arrivent à tout aligner en même temps, à converger. Et encore aujourd'hui on voit ça, quoi. Tu vois, j'ai des clients parce qu'on est en interne siloté avec le marketing, la communication, la DSI, qui vont se concentrer sur les co-op virtual, qui vont dépenser beaucoup d'argent sur un levier qui est certes intéressant, un critère intéressant, mais qui n'est peut-être pas le plus pertinent ou peut-être pas le plus prioritaire. Pas celui qui générera de la valeur business exactement. mesurable. Et tu vois, nous, notre rôle en tant que expert, consultant SEO, c'est d'être capable de monitorer ça et d'être capable de challenger un petit peu ces choix-là et surtout de les conseiller pour aller dans le bon sens, en fait. Et ça encore, tu vois, c'est des erreurs qu'on retrouve parfois, quoi. Justement, allez, tu me fais la transition pour la suite. On va parler un peu JIO, puisque parfois c'est aussi une action qui est pensée en silo, même par rapport au SEO, c'est ce qui est assez marrant. Donc toi, en 20 ans d'expérience, tu as vécu plein de révolutions, les Panda, Penguin, le passage au mobile, l'arrivée de la SGE qui est devenue les AI Overviews, qu'on n'a pas encore, les iMode, bref. Est-ce que le JIO, pour toi, c'est... T'appellerais ça comment? C'est une mise à jour, c'est une mutation, c'est une montée en version, ou alors c'est vraiment une rupture radicale de notre métier? Voilà, à quoi tu rattacherais ça finalement? C'est compliqué cette question, tu vois. J'ai pas mal de réflexions en fait, parce que quand je lis pas mal de choses, ça me nourrit de pas mal de choses. Je vais revenir à ce que je te disais au tout départ, moi, quand il y a 20 ans, tu vois, on parlait de Urshin, tu vois, qui est devenu analytique. On n'avait pas ça, tu vois, déjà quand on a eu la Search Console qui est arrivée, quand on a eu les ads qui sont arrivés, quand on a eu effectivement analytique, tu vois, ça a été des révolutions. Tout à l'heure, tu me parlais de Pingouin et de Panda. C'était des filtres en fait. C'est-à-dire que c'était des évolutions d'algorithmes qui venaient pénaliser, on va dire, des pratiques frauduleuses ou spammantes. Mais finalement, ça ne changeait pas la réponse. C'est-à-dire qu'on avait toujours une SERP avec, tu vois, 10 résultats. Voilà. Ensuite, on a eu le mobile first, qui était vraiment un switch, parce que là, vraiment, on parlait d'usage. C'est-à-dire qu'on se rendait compte que la recherche se déplaçait, on va dire, du desktop vers le mobile, et que forcément, à un moment, dans les usages, quand on a 50% plus des internautes qui utilisent un mobile, forcément, à un moment, Google va accentuer, on va dire, la pression dessus. Et tu le sais, je le dis souvent, Google, il est perfide. Hein. Il attaque par derrière, et comme la calvitie, tu vois, en silence. Il s'attaque toujours au webmaster pour faire les changements, en fait. Hein. C'est toujours les webmasters ou les référenceurs qui sont obligés d'appliquer un petit peu ces prérogatives pour faire évoluer un petit peu les tendances. Mais là encore, tu vois, c'était un changement d'usage. Tu vois, on passait sur le mobile, mais on avait toujours ces 10 résultats. Tu vois, et on avait toujours cette stratégie de visibilité, ranking, audience et conversion. Ouais, le device change, mais le mode d'interaction est elle-même. Et voilà, donc, la question-réponse, la logique question-réponse engendre le même type de là, résultat. le géo, c'est différent. C'est différent parce que c'est l'IA. Tu vois, et si je prends l'IA, tu vois, ChatGPT, tu vois, quand ils sont arrivés,
ce qui a fait leur force. L'IA, ça existait. Hein. Toi, moi, je me rappelle d'une conférence de Vincent Terrazi qui avait codé, prompté pour réécrire, on va dire, un tout nouveau roman sur Victor Hugo. Ouais, c'était cool, mais nous, pour le grand public, c'était inaccessible parce qu'il fallait savoir avoir des côtés dev. À OpenAI, ils sont arrivés avec une interface conversationnelle en disant, voilà, maintenant l'IA, c'est ça. Tu vois, ils ont redéfini un petit peu le modèle. Et du coup, ouais, je pense que le GEO, tu vois, si on s'inspire de ça, c'est un changement d'interface. C'est-à-dire que on change la façon de questionner déjà le moteur de recherche, comme Google. Tu vois, on passe en mode conversationnel. Et je reviendrai dessus parce que je pense que c'est un point important. La réponse change. C'est-à-dire qu'effectivement, si on prend l'AI Overview, on a encore Google, on a encore l'AI Overview qui apparaît, mais on a encore des positionnements. Mais si tu prends ChatGPT, tu prends Perplexity Code, tu as des réponses, en fait, tu vois, qui sont générées et la liste de liens bleus disparaît, quoi, tu vois. Donc, on a un changement d'interface. Et puis, le Géo, qu'est-ce que ça implique? Ça implique des nouveaux acteurs. Ça implique ChatGPT, ça implique Perplexity, et Google n'a jamais été autant concurrencé que ça. Donc, tu vois, par rapport aux précédents changements, ouais, effectivement, pour moi, c'est un bouleversement. Et quand tu regardes a posteriori, effectivement, quand tu analyses avec les autres changements, bon, bah, tu dis, ouais, il y a un truc majeur. Moi, quand je regarde un petit peu aussi l'avenir, ce que je constate, c'est que, là, pareil, je vais faire une référence, mais toi, tu sais bien, j'aime bien Quentin Dame là, de Clever Cloud, et ça m'a fait marrer parce que j'ai regardé un de ses podcasts où il explique que lui, en tant que CEO, il aime bien se remettre un petit peu les mains dans le cambouis, et donc il fait un hackathon avec ses collaborateurs, tu vois, et en fait, il dit, bah moi, en 4 heures tu vois, de code, j'ai codé quelque chose en 4 jours. Il fait, je l'ai fait parce que je l'ai fait qu'au vocal. Il fait, j'ai fini de taper sur mon clavier, quoi. Et il me dit, c'est la grande différence majeure avec l'IA. Et je pense qu'en géo, c'est ça aussi un peu le futur. C'est que là, on va avoir, je pense que le vocal, tu vois, le conversationnel vocal, on va gagner du temps. Parce que quand tu es obligé de taper une ligne, alors quand tu tapes un mot-clé, ça va vite, tu vois, sur ton clavier. Quand tu tapes une phrase, un paragraphe pour décrire quelque chose et que tu itères, tu vois, ton truc, bah, à l'oral, ça va beaucoup plus vite. Et donc, je pense que le géo, tu vois, va se diffuser, ces pratiques, ces nouvelles pratiques de communication, d'échange, de requêtage vont augmenter. C'est déjà arrivé chez les devs. Hein. Tu as maintenant beaucoup de devs qui dev juste par la parole, en fait, hein, avec leur outil. Et je pense que nous, le géo, ça va être ça. Demain, tu auras beaucoup de gens qui vont poser de plus en plus de questions, qui vont chercher directement au vocabulaire avec des questions, des modes conversationnels beaucoup plus étoffés. Donc, le changement, il est beaucoup plus important, tu vois, que ces simples petites mises à jour qu'on a eues ces dernières années. Après, là, tu prends le sujet du point de vue quand même utilisateur. Hein. Il y a aussi un changement d'usage, comme tu le décrivais sur le mobile first. Il y a un changement d'interface. Potentiellement, il y a un changement de mode de communication avec le vocal, très bien. Mais en fait, derrière, tu vois, ce qui se passe dans les coulisses. Et tu as des concurrents bien sûr, qui mettent la pression à Google, tu vois. Mais Google reste dans le game parce que finalement, ils ont la technologie. Et du coup, toi, en tant que SEO ou que JO ou que SEO, JO, quelque part, dans ton métier du quotidien, on sait qu'il y a quand même pas mal d'enfume sur qu'est-ce qui est nécessaire pour ressortir sur ces nouveaux moteurs génératifs, les fameux nouveaux gourous du JO qui n'ont jamais fait de search auparavant. tu vois ça comment, le rôle du consultant SEO qui a pris le train en marche, qui a évolué. Tu vois, ces actions du quotidien, est-ce que réellement dans ton métier du quotidien, ça change la manière dont tu opères les choses? Ouais, fondamentalement, ça change parce que là où tu pouvais encore travailler de manière un petit peu empirique, bah aujourd'hui, tu ne peux plus fonctionner comme ça parce que chaque chose est quasiment remise en question au quotidien, en fait. Tu vois, nous, on a la chance à Cybercité d'avoir une veille quotidienne qui est faite par des gens et on est nourri de ça. Et on se rend compte que ça va tellement vite. Alors, ça va tellement vite. En fait, ça va tellement vite. C'est paradoxal parce que oui, ça va tellement vite sur plein de choses. Et puis finalement, quand tu dois les appliquer chez toi ou par dépend des clients, c'est très lent. Tu vois, donc tu as ce côté paradoxal, en fait. Mais oui, ça change des choses. Après, à la différence qu'on peut avoir, parce qu'aujourd'hui, effectivement, tu disais, il y a un peu d'enfumage sur le géo. Oui, forcément, il y a toujours ce qu'on appelle les bonimenteurs, les opportunistes qui arrivent et qui vendent des solutions miracles, sans forcément bien comprendre ce qu'ils font et ce qu'ils promettent. Mais nous, en fait, en agence, on a la culture du résultat. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, nos clients seront satisfaits si effectivement on a une bonne relation avec eux, bien sûr, mais si on a des résultats, en fait. C'est ça qui est important. Et aujourd'hui, nous, tout ce qui peut amener des résultats, et le GEO peut être une source aussi, on va dire, de réflexion, d'idées, de stratégie pour amener du résultat, quel qu'il soit, que ce soit sur la marque, sur la note, sur la conversion, sur le reach. C'est important. Et aujourd'hui, le GEO permet d'ouvrir un petit peu ses chakras sur d'autres leviers, de ne pas être juste cantonné à Google, d'aller un petit peu plus loin.
Et ça permet aussi de reprendre un petit peu les bases du marketing, en fait, tu vois. Ouais. Et du coup, c'est intéressant que tu parles de résultats parce que c'était un peu la réflexion après. C'est comment tu mesures la vraie valeur du coup d'une stratégie organique. J'utilise volontairement le terme organique et ni SEO ni JO. Sur le long terme, comment tu vois tous ces sujets autour de l'attribution de la performance, puisqu'on a beaucoup piloté par le trafic. Hein. Donc on sait que les LLM ne renvoient pas forcément de trafic, en tout cas pas systématiquement ou pas directement. Comment tu vois ces sujets de la capacité de mesure des résultats, justement? Alors, ça, c'est un sujet quand même assez complexe, d'autant plus que c'est un sujet qui est assez mouvant et qui n'est pas lié que au SEO, en fait, malheureusement. On sait que la donnée, quelle qu'elle soit, est de plus en plus difficilement récupérable. On a eu la preuve avec Analytics, avec tous les changements qu'on a pu avoir aussi également avec la fin des cookies, les bandeaux réglementaires, la RGPD, tout ça. On sait que la donnée, elle n'est pas vraiment fiable. Là, aujourd'hui, c'était notre sujet ce matin en réunion, c'était la galère qu'on a à récupérer des éléments de tracking, de positionnement. On le sait tous, hein, aujourd'hui c'est de plus en plus dur. Il y a une guerre qui est menée par Google envers les LLM et on sait que cette guerre a commencé. Et malheureusement, je pense qu'elle va être durable. Donc le positionnement, comme on pouvait le traquer avant et avoir la certitude d'être visible, on ne l'aura plus forcément. Aujourd'hui, le SEO, en fait, on perd du clic, mais ça, on était déjà habitué, tu vois, avec la position 0, avec les featured snippets, c'est quelque chose qu'on a déjà vécu. Aujourd'hui, pour moi, le SEO se diffuse un petit peu partout, en fait. Et tu as pu un touch point au départ ou à la fin, il est multi-touch, en fait. Tu vas influencer, en fait, les autres leviers. On sait qu'aujourd'hui, le parcours d'un consommateur, il est éclaté, qui va nourrir ses réflexions sur différentes plateformes, qui va rechercher un instant T, puis rechercher le soir dans son lit parce qu'il sera sur les réseaux sociaux, il va être influencé par telle ou telle chose, puis il va revenir parce qu'en fait, il aura peut-être oublié le nom de la marque, donc il va faire une autre recherche un peu différente qui va l'amener dessus, puis après, il va... Bref, en fait, je pense qu'il faut prendre le SEO à différents niveaux. Tu peux avoir le niveau micro, on va dire, où effectivement, tu as des KPI techniques qui peuvent te permettre de suivre un petit peu l'évolution de ton SEO, que ce soit sur peut-être des positionnements, que ce soit sur des performances Core Web Vitals, que ce soit sur peut-être d'autres KPI. Après, tu as le côté un petit peu macro, où effectivement, là, tu vas retourner sur l'audience et les conversions. Et puis, tu as une version un petit peu plus reculée, qui est pour moi la plus intéressante, notamment dans l'optique Global Search. Hein. C'est de voir comment le SEO, en fait, va influencer la recherche de ta marque, ton branding, comment tu vas influencer potentiellement les avis. Tu vois, comment tu vas influencer les co-occurrences que tu pourras avoir, on va dire, dans les réponses des IA conversationnelles. Et c'est comme ça que tu vas le mesurer, en fait, pour moi. Donc, je pense qu'on peut toujours essayer de le mesurer de manière assez simple, tu vois, en analysant le first click ou le last click, mais je pense qu'il faut mieux le voir, on va dire, dans une stratégie de parcours utilisateur, tu vois, et de voir à quel moment il influence. Et surtout, ça te permet après, toi, d'établir des stratégies, tu vois, en disant, bah là, tu vois, le SEO, il a quand même un impact indirect. C'est peut-être là qu'il faut appuyer, quoi. Tu as parlé de Global Search, Global Acquisition, on entend aussi parler de Search Everywhere Optimization, enfin être présent partout. Tu as des exemples de comment ça se matérialise et c'est quoi aussi ta vision de comment ça va évoluer demain? Tu as des cas de figure Ouais, alors, c'est ce que je disais, hein. Des fois, il y en a qui disent, la recherche est partout, mais vous êtes visible nulle part. Tu vois, ça, c'est ma nouvelle baseline, en fait, un petit peu, d'accroche. Mais aujourd'hui, moi, en fait, quand j'analyse ça, alors j'écoute et je vois, je lis beaucoup ce qui se fait en France, chez nos concurrents, chez les annonceurs, chez les freelances. Je regarde un petit peu aussi ce qui se passe aux États-Unis, parce que malheureusement, ils ont toujours un petit peu d'avance aussi un petit peu sur nous, même si on est très bon chez nous. Des fois, ils ont des bonnes idées. Et en fait, effectivement, aujourd'hui, le SEO, ce n'est plus, et ce n'est pas que Google. Là, déjà, il faut être clair, tu vois. Alors, c'est Google déjà, plus ses outils. C'est plus My Business, plus YouTube. Puis, c'est les autres plateformes aussi. Et aujourd'hui, en fait,
Pour moi, le vrai intérêt, hein, tu vois, du GIO aussi, c'est un peu de rabattre toutes ces cartes. C'est de sortir, on va dire, un petit peu des stratégies only Google et de se dire, bah non, il faut être un petit peu partout parce que l'influence se fait partout. Et notamment, l'influence pourra apparaître dans les réponses des IA conversationnelles. Donc moi, c'est ça qui m'intéresse, en fait. Ouais, c'est un révélateur, en gros, d'une tendance un peu plus profonde, quoi. Ouais, exactement. Le Search Everywhere, en fait, c'est là C'est où... pas nouveau, en réalité. C'est pas du tout nouveau. C'est loin d'être nouveau. Tu vois, c'est comme pendant longtemps, Google, on pensait Google, mais il fallait prendre en compte Amazon sur la partie e-commerce. Tu vois, Amazon, c'était 40% un petit peu de la recherche e-commerce. Quand tu parlais de search et de SEO et que tu mettais Amazon de côté, il y avait déjà un truc qui allait pas, quoi, tu vois. Surtout que c'est des parcours clients qui, des fois, et même souvent, commencent et finissent sur ces plateformes. Exactement, tu vois. Comme SoLoger. Exactement. Ok. Très bien. Eh ben, écoute, je te propose qu'on passe à la séquence suivante. Avant de conclure, on va se faire une petite séquence C'est déjà terminé de questions rapides. Non, Ouais. c'est pas terminé. Ah ouais, putain, ça a été vite, là. Franchement, je suis aussi bavard que ça. T'es bavard, t'es bavard. Allez, on se fait des questions. Réponse courte, 30 secondes max. T'es prêt? Ouais. Allez, c'est parti. Si tu devais expliquer ton métier à une mamie en une phrase. Ah, attends. Attends, mamie. Souvent, c'est provocateur, hein. Surtout à cette époque-là et à cet instant précis. Moi, quand on me demande mon métier, je dis, je fais gagner de l'argent aux entreprises. Voilà. Alors on me dit, après, souvent la question, c'est comment? Viens travailler avec moi. C'est mon secret. Mais voilà, en tout cas, souvent, Je tu vois, le dis quand à on me la demande mon job, je sais, bah écoute, voilà. Tu vois, La mamie, elle va monter sa boîte si tu lui dis ça. Ah, mais c'est l'objectif, tu vois. Ok. Quel pourcentage de bullshit t'estimes que ton métier comporte? Ah, ça dépend si je m'applique cette question à moi, Voilà. tu vois, ou si je l'applique. C'est chaud. Tu peux me donner 2 chiffres. Le Ouais, tien mais est sur tu le me marché. demandes des réponses courtes, c'est chaud parce Ah que bah, moi, oui. parce que pendant longtemps, en fait, moi, j'ai pas aimé en fait ce milieu SEO où c'était paillettes, tu vois. Ouais. Je veux pas citer de nom, mais il y avait beaucoup de gens qui parlaient de choses et qui ne maîtrisaient pas. Moi, j'ai toujours ce côté où j'aime bien les faiseurs plutôt que les diseurs. Tu vois ce que disait Vivons heureux, vivons cachés. Ouais, il y a ce côté-là, mais si tu veux, moi, ce qui m'a toujours dérangé, c'était les gens qui prenaient la parole alors qu'ils maniaient pas le bâton, quoi. Tu vois, il y avait beaucoup de journalistes du SEO. Aujourd'hui, la tendance, on a quand même une prise de parole par des gens qui font, en fait, par des connaisseurs. Tout à l'heure, on citait Vincent Terrazi, mais on a des concurrents qui sont head of SEO chez moi qui parlent pareil. On parlait, tu vois, de plein de gens, en fait, qui maintenant, qui eux, c'est des vrais, quoi. C'est des mecs qui font, tu vois, c'est Gonzac. Ça me fait plaisir, tu vois, que des mecs comme ça prennent la parole et qui sont respectés. Ce qui n'était pas le cas avant. C'est Tu vrai, vois. c'est vrai. Et aujourd'hui, toi, tu me parles de bullshit. Toi non plus, tu prenais pas la parole avant. Mais je ne prendrai pas la parole. Je le prends parce que ça me fait plaisir, mais parce que moi, je suis trop polémique. Tu vois, si je commence à prendre la parole, je vais dire les trucs, ça me retomber dessus. C'est pas la peine. Mais non, en fait, je trouve que le bullshit, tu vois, on a la chance, il a tendance à disparaître. Tu vois, il a vraiment tendance à disparaître. Maintenant, je reviens à ce que tu me disais. Excuse-moi pour les réponses courtes, c'est pas mon délire. Mais si je me l'applique à moi, moi, j'ai quand même un petit peu de bullshit, quoi. Tu vois, parce que je suis obligé d'argumenter, je suis obligé de convaincre des gens, je suis obligé de faire des choses. Et forcément, à un moment, si tu veux, tu vas avoir des arguments un petit peu fallacieux, un petit peu faciles. Et c'est moi ce que je considère comme du bullshit. Mais c'est pas grave. C'est du marketing en même temps. L'objectif, c'est de de la vendre à des gens qui Pub, n'ont c'est pas de se besoin d'un truc. vendre. Tu vois, c'est exactement ça. Tu vois. Donc oui. Après, je pensais que tu allais me poser la question bullshit job. Tu vois. Bah, t'es dégoûté là. Je suis dégoûté, mais voilà, j'espère avoir répondu. T'as très bien répondu. Est-ce que l'IA va te remplacer demain? Est-ce que l'IA va me remplacer? Non, non, elle ne me remplacera pas parce que je vais maîtriser l'IA. Tu vois, le cheval ne va pas remplacer l'humain. L'humain va être sur le cheval. Tu vois ce que je veux dire? Et on va piloter ça comme ça. Demain, si tu pars du principe que l'IA va te remplacer, va faire ton CV et change de métier, quoi. Donc, je partirai jamais perdant. Je partirai toujours dans cette optique de vainqueur. Et c'est ce que j'essaye d'expliquer à nos équipes, à nos consultants. L'IA vous remplacera jamais, en fait. Parce que vous allez maîtriser l'IA, parce que vous allez être capable de bien la cadrer et bien l'expliquer et bien l'utiliser surtout. Si tu fais pas ça, par contre, c'est sûr que demain, tu auras quelqu'un d'autre qui, lui, maîtrise l'IA, va venir te remplacer. C'est sûr. Voilà. Bon, après, je te résume à mon job. Après, effectivement, il y a plein de métiers où on sait que l'IA va le remplacer, hein, sur des tâches. Et voilà. Ou des portions, en tout cas. Je sais que tu es un passionné, mais c'est quand même une question intéressante. Tu feras encore ce métier dans 10 ans, toujours du SEO ou autre chose, qui n'aura rien à voir?
Et là, il est en train de calculer son âge. Non, j'ai encore 20 ans à faire, moi. Tu sais, il faut que je travaille pendant encore 20 ans. Donc, mais j'étais pas parti pour rester aussi longtemps à cybersécurité. En fait, tant qu'on veut de moi, je serai là. Non, j'ai déjà... En fait, c'est marrant parce que moi, je fonctionne par décennie, en fait. Tous les 10 ans, en fait, de 0 à 10, de 10 à 20, de 20 à 30, tu vois, j'ai eu des vies. De 30 à 40, j'ai eu des vies, tu vois, c'est des instants, des moments de vie. Là, je vais bientôt arriver à 50, pas tout de suite, mais bientôt. J'ai eu plusieurs carrières professionnelles. Tu sais bien, moi, j'ai débuté par le street marketing. Je fais juste une petite aparté là-dessus, hein. C'est marrant parce que, tu vois, j'ai fait du SEO et en fait, je réfléchissais à ça. Je parlais avec mes anciens collaborateurs, hein. Et en fait, ce que je fais aujourd'hui, c'est la même chose que je faisais il y a 20 ans, tu vois, quand j'allais coller des affiches, tu vois, dans la rue, des cartes. Non, mais quand j'allais coller, tu sais, nous, on organisait des soirées, on vendait des CD. J'étais manager d'artistes, donc il fallait que je fasse de la pub, il fallait que je fasse de la communication. Moi, une soirée où il y avait 0 personne dessus, je perdais, hein. Donc il fallait absolument aller chercher cette audience, tu vois. Et je me rappelle d'aller coller des affiches la nuit, c'est les grosses affiches A2, A1, jaune fluo avec soirée hip-hop, machin, DJ truc, à des carrefours d'audience, à la sortie des facs. On mettait des stickers sur les feux rouges, tu vois. On avait déjà cette notion de dire on va chercher ces carrefours d'audience, on va chercher nos cibles, les jeunes. J'étais même des fois sur Caramel à me faire passer pour une fille pour dire rendez-vous à telle soirée pour que les mecs aillent, tu vois. Tu vois, les techniques de raccro, hein, tu vois, qu'on peut retrouver aujourd'hui dans le search marketing, hein. Tu vois, la filouterie, c'est limite. Elle est là. Et donc, du coup, tu vois, j'ai vrillé sur le SEO, sur le web marketing, parce que voilà, il fallait que je donne un nouveau sens dans ma vie. Demain, je pourrais changer de métier, mais toujours dans cette logique, avec tout l'acquis que j'ai pu avoir, tu vois, je réutiliserai. Mais tu me verras, ouais, je sais pas. En fait, il faut que je fasse quelque chose. Moi, je peux pas être rentier. Tu vois, c'est pas possible. Je peux pas être éditeur de site parce que j'ai besoin d'avoir ce côté relation client et tout ça. Ça reste du SEO. Ouais, et puis j'ai aussi besoin d'avoir une vie personnelle à côté, quoi. Tu vois, le SEO, quand tu le fais de manière lucrative, c'est-à-dire à ton propre compte, et on en connaît plein des gens, hein, qui le font, hein, de cette manière-là, waouh! Alors, ça peut être cool, hein, tu peux réussir, tu peux devenir millionnaire, même si j'en connais très peu. Mais c'est quand même les mecs que j'ai connus qui faisaient ça, tu vois, ils se levaient à 4 h du matin pour gérer leur site, à la moindre problème, il y a un truc. Moi, j'ai envie de profiter un peu de la vie. Donc, j'ai ma partie perso, c'est 12 heures de ma journée, et j'ai 12 heures pro, tu vois, mais pas plus. Voilà. Bon, je sens que tu es en train de sortir tes cartes polémiques, du coup, Jean Bray. Sur le SEO, c'est quoi le truc le plus limite que tu as fait pour booster un site? C'est vendre des trucs qui n'existaient pas. Voilà. Tu vois, si vraiment tu me chauffes, c'est vendre des trucs qui n'existaient pas. Parce qu'il y avait une opportunité derrière. Tu vois, et c'est vrai que c'était limite, hein, de dire, mais attendez, là, vous avez des choses, vous les vendez pas. Non, mais pourtant, vous êtes visible dessus. Ouais. Ok. Par contre, on a d'autres choses à vous proposer. C'était le truc le plus limite. Après, moi, attention, j'ai toujours été nourri en agence. Et tu sais comment c'est en agence, toi, tu as été consultant. On est comme ça, tu vois, on est les mains liées, on fait du white hat, du grey hat, dans le sens où tout ce qui n'est pas interdit, on se l'autorise en partie avec l'autorisation des clients, mais on fait pas du push traffic, tu vois. Donc non, j'ai jamais fait de négative SEO, j'ai jamais essayé d'attaquer des concurrents, tu vois, de les faire shooter. On en a subi, nous, hein, pour nos concurrents, mais moi, j'ai jamais fait ça. Donc voilà, le seul truc que j'ai fait qui était borderline, c'est effectivement vendre des produits, créer des fiches produits qui n'existaient pas pour attirer des clients, et ça a marché en fait. Voilà. Et c'est quoi la pire reco SEO que tu as vue chez quelqu'un d'autre, sans citer personne? L'idée, c'est pas de faire du name dropping, mais tu as vu des trucs où tu dis non, mais ça, c'est en dépit du bon sens? Non, j'ai pas vu. Ouais, si, j'ai vu des fois des recommandations qui finalement étaient assez paradoxales, parce que d'un côté, on parlait d'ouvrir tel truc sur le site, et que finalement, ça nuisait plus au site qu'autre chose, parce que c'était mal optimisé derrière. Donc ça, j'en ai vu, et on en voit encore. Et voilà, tout le monde est critiquable là-dessus. Peut-être que moi-même, j'ai fait des précos qu'on pourrait juger, critiquer, il n'y a pas de problème. Non, là où ça m'a le plus dérangé, c'est des gens, et je ne vais pas faire de name dropping, c'est des gens qui avaient une certaine valeur, qui avaient une certaine positionnement, on va dire, dans ce microcosme du SEO, sur lequel on a récupéré des sites, et des clients nous avaient partagé les recos, et je me disais, mais comment cette personne, avec le niveau qu'elle a aujourd'hui, peut proposer des recommandations qui sont aussi basiques, aussi simples,
B.A.B.A., sans vraiment... ouais, un truc vite. T'as l'impression que le mec, il avait fait ça en 2 heures. Tu vois, tiens, vas-y, hop, prends ta réco et paye-la moi 15 000 euros parce que je suis machin. J'en ai vu des comme ça aussi. Tu vois Ouais, tout à fait. Et du coup, cette personne-là a baissé dans mon estime. Je dis, bon, bah, ok, d'accord. Hop, il est temps que tu ailles faire autre chose. Allez, dernière question pour aujourd'hui. Je te donne les pleins pouvoirs pour changer un truc dans le monde du SEO. Tu choisis quoi? Tu changes ce que tu veux, mais tu changes qu'un seul truc. Je donne plus de pouvoir aux consultantes SEO. Voilà. Parce que je trouve, et j'ai toujours trouvé que même s'il y avait des femmes qui cartonnaient, on va dire, elles n'avaient pas forcément la reconnaissance. On est quand même, il faut le dire, on est encore dans un milieu un petit peu macho quand même, tu vois, parce qu'il y a des personnalités qui renvoient ça. Toi. Et aujourd'hui, pareil, tu vois, je suis sur LinkedIn, je vois encore des choses, tu vois, où... Oui, voilà. des conflits. Donc si moi, demain, tu vois, je devais changer un truc je mettrais plus d'égalité parce que moi, j'ai quand même la chance, on va dire, et l'opportunité d'être Head of SEO, de travailler avec, on va dire, une trentaine de consultants et consultantes. Et en fait, le talent, c'est pas juste un sexe, en fait. Hein. Le talent, c'est un esprit, tu vois, et cet esprit, il peut être dans un corps masculin, dans un corps féminin. Et je trouve... trouver une nouvelle baseline. Non, mais... Si tu veux, tu sais bien, on fait le cyber challenge, tu vois le Bien truc, sûr, tu vois. Moi, je me dis, putain, tu vois, il y a les grandes gueules et il y a ceux qui dépotent, et des fois, c'est pas la plus grande gueule qui est souvent masculine qui dépote le plus, tu vois. Et ouais, si je devais changer un truc un peu pour être tendance, et voilà, parce que j'ai Constance et Valentine avec moi, non, je dirais ça, tu vois, je changerais ça, quoi. Après, le reste, moi, le SEO, je l'adore, et je vais finir là-dessus, parce que c'est la compète, parce que... c'est un jeu du chat à la souris avec Google, parce que c'est des règles qui changent, parce qu'en agence, on a la chance de travailler sur plein de sujets, avec plein de personnalités différentes. Et ça, j'ai pas du tout envie de le perdre, en fait. Voilà. Eh ben, Jean-François, merci beaucoup pour cet échange, c'était top. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à écouter les autres. Hein. C'est le 4e épisode aujourd'hui. Likez, n'hésitez pas à partager, découvrir les autres épisodes sur toutes les belles plateformes d'écoute. Exact. Merci Alban. En tout cas, c'était cool. Merci à toi. À très bientôt. Un plaisir. Ciao.